Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 170e briefing éclairage sur l'actualité avec, comme la semaine dernière, un format à la fois présentiel et distanciel, puisque Igor est toujours en France sur sur les chemins pour porter la bonne parole. Voilà, et on espère le revoir la semaine prochaine. Pour commencer, comme souvent, c'est Arnaud qui va prendre la parole sur les sujets politiques et économiques. Arnaud, as-tu beaucoup de choses dans ta besace aujourd'hui? Quelques sujets, effectivement. Bonjour à tous. En économie, le projet de budget triennal 2024-2026, qui doit être soumis par le gouvernement à la Douma d'État avant le 1er octobre et qui comporte d'importantes modifications par rapport aux précédentes moutures et surtout à l'exercice en cours. Pour 2024 est envisagée une hausse de 29% des recettes et de 24% des dépenses avec un déficit attendu à 0,9% du PIB. La défense nationale est le principal bénéficiaire de ces évolutions avec 10 700 milliards de roubles, c'est-à-dire un peu plus de 100 milliards d'euros au cours actuel. Cela représente une hausse de 70% et ça représente également 6 points de PIB. Ceci étant, l'éducation et la santé sont également revalorisées, de même que euh, le secteur social. Alors, on parle beaucoup de ce nouveau budget en lien effectivement avec la hausse des dépenses militaires. Ça fait peut-être pas la une des journaux en Occident, mais en tout cas quelques gros titres, et sur le mode de la militarisation, de l'entrée en guerre de la Russie, de l'économie de guerre. Alors, sans vouloir paraphraser mon cher adjoint qui a livré quelques commentaires sur le sujet aujourd'hui dans le Figaro, bon, il faut raison garder. D'abord parce que, en réalité, 2023 marque déjà une très forte augmentation du budget de défense, que par ailleurs, s'il y a un effort de guerre désormais visible, y compris statistiquement, on n'est pas, je le maintiens, dans une économie de guerre au sens où les industries civiles ne sont pas en voie de conversion comme en 42, 43 en URSS. En revanche, il y a une intensification de l'effort de guerre, une montée en puissance euh, euh, qui coïncide par ailleurs avec déclaration du ministre Shoigu, déclaration faite hier dans laquelle il déclare que le ministère de la Défense a l'intention d'atteindre ces objectifs avant 2025. En tout cas, ce que l'on voit à la fois dans les chiffres du budget et ce que l'on entend dans les propos des responsables militaires russes, c'est que 2024 sera une année importante. Je ne sais pas si elle sera cruciale, si elle sera la dernière, mais c'est sans doute ce que souhaiterait la direction russe. Autre actualité économique importante dont on a parlé également en Occident, c'est le moratoire sur les exportations de produits raffinés en Russie, avec pour objectif de juguler la hausse des produits pétroliers et d'enrayer un début de pénurie dont s'était récemment plaint le ministre de l'Agriculture. Pénurie pourquoi? Parce que les compagnies pétrolières, évidemment, exportaient le diesel et d'autres produits raffinés alors qu'il y a une importante demande civile et militaire en Russie. Alors, cette décision a entraîné une baisse des cours, de gros en tout cas, et à l'inverse, une remontée des cours mondiaux du diesel, puisque je rappelle que les exportations russes de diesel représentent environ 1 million de barils par jour. C'est 16% des approvisionnements mondiaux par voie maritime. Le dossier reste sensible politiquement, socialement, en Russie comme ailleurs, hein, à tel point que Vladimir Poutine lui a consacré une réunion interministérielle hier, réunion au cours de laquelle il a maintenu la pression sur ses ministres en faisant état de prix à la pompe, eux toujours en hausse à la différence des prix de gros. Deux autres nouvelles plus brèves. D'une part, Bifinance qui a conclu un accord pour céder l'intégralité de ses activités en Russie
Pour rappel, il s'agit de la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Et enfin, le décès de Yevgeny Yassine, l'un des fondateurs de la Haute École d'économie, ancien ministre de l'économie dans les années 94-97, et il était considéré comme la figure tutélaire de la mouvance libérale à Moscou. Tout le bloc économique gouvernement, ou presque, a étudié auprès de Monsieur Yassine. Quelques mots maintenant de politique intérieure. Euh, L'événement majeur, ou plutôt la star, si j'ose dire, c'est Ramzan Kadyrov. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a plusieurs événements liés au chef tchétchène qui se sont produits dans les derniers jours et qui veulent dire des choses. Le premier, on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux, c'est une vidéo de son fils, de l'un de ses fils, Adam, âgé de 15 ans, qui a tabassé un détenu emprisonné pour avoir brûlé un Coran devant une mosquée à Volgograd. Cette scène donc a été filmée, elle a été diffusée sur les réseaux sociaux et Ramzan Kadyrov a félicité son fils. Euh, Autre événement, c'est la rencontre d'aujourd'hui entre le chef tchétchène et Vladimir Poutine, dans un contexte de rumeurs récurrentes sur l'état de santé de Ramzan Kadyrov. Il s'agissait de montrer qu'il était toujours là, apparemment en forme. Cela confirme par ailleurs l'importance du facteur Kadyrov dans le fonctionnement actuel du système russe. Il y a une autre nouvelle qui en dit long sur finalement la Russie de 2023, c'est que en début de semaine dernière, je crois, ou il y a quelques jours en tout cas, Ramzan Kadyrov s'est permis de critiquer publiquement et d'interdire dans sa République le nouveau manuel d'histoire publié sous la direction de Vladimir Medinsky. Pourquoi? Parce que le chef de la Tchétchénie n'est pas d'accord avec le traitement réservé aux Tchétchènes et aux autres peuples punis, entre guillemets, pendant la Deuxième Guerre mondiale par Staline. C'est intéressant à maints égards, d'abord qu'il puisse le faire, et surtout qu'il soit pratiquement le seul aujourd'hui à s'émouvoir du contenu et de l'existence même de ce manuel d'histoire. Autre nouvelle, Valéry Zorkin, 80 ans, qui a été reconduit à la tête de la Cour constitutionnelle de Russie. La sénatrice Narusova, qui, je le rappelle, est la veuve de l'ancien maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, qui fera prochainement l'objet d'une mise en garde formelle de la part du Conseil de la Fédération, le Sénat russe, où elle siège, pour s'être rendue en France fin juillet, sans préavis ni autorisation. Enfin, l'appel de l'opposant Alexei Navalny, qui avait été condamné à une peine de 19 années de prison pour extrémisme, a été rejeté avant-hier et ses conditions de détention devraient logiquement se durcir dans les jours à venir. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est intéressant cette histoire de manuel d'histoire. Est-ce que tu sais ce qui était dit ou ce qui n'était pas dit? Quels sont les reproches que faisait Kadyrov à ce manuel? Et est-ce que c'est une réécriture de l'histoire comme ça a pu arriver quelquefois? Alors, Medinsky a dû admettre qu'il avait pris ces passages de l'ancien manuel sans y toucher. Bon, c'est peut-être un moyen de se défausser. Bon, l'histoire, quelle est-elle? On la connaît, hein, 23 février 1944, les Tchétchènes et d'autres peuples du Caucase sont déportés dans des wagons à bestiaux par le NKVD vers l'Asie centrale principalement. Certains de ces peuples sont réhabilités, d'autres, comme les Tatars de Crimée, ne le seront pas. Et alors, je n'ai pas lu les phrases, hein, mais on peut penser que Kadyrov estimait que eh bien, la place de victime des Tchétchènes, victime de Staline, n'était pas assez, comment dire, soulignée. Donc là, on voit finalement les contradictions entre les intérêts politiques d'aujourd'hui, hein, M. Kadyrov est central dans le dispositif, et un narratif global qui n'est pas une réhabilitation totale du stalinisme, mais disons qu'il y a quand même quelques tendances qui vont dans ce sens-là. Donc, encore une fois,
à suivre, et que ce soit Kadyrov, qui n'est pas historien d'ailleurs, qui joue ce rôle, et finalement très, comment dire, très étonnant. Bien, merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant la parole à Igor, qui va, comme toujours, prendre de la hauteur et nous parler de géopolitique, d'affaires militaires et autres. Donc, depuis Paris, Igor. Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par l'ineffable point sur l'état de l'aide militaire à l'Ukraine, puisqu'il y a eu quand même quelques rendez-vous marquants ces derniers jours. Tout d'abord, la semaine dernière, une réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, ce qu'on appelle le format de Rammstein, maintenant, vous le savez, qui s'est donc réuni et pour la 15e fois. Et hier, à Bruxelles, une réunion, une fois de plus, des pays qui soutiennent militairement l'Ukraine, qui se sont donc réunis au niveau des responsables pour la politique d'armement, tout ceci sous les auspices du format de Rammstein. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces réunions? Eh bien, c'est que il y a quand même une inflexion sur la nature du soutien militaire à l'Ukraine, puisque désormais, on ne parle plus essentiellement de livraison brute d'armement. On va voir que ça continue quand même évidemment, mais on a quand même dans une forme d'évolution, puisque l'idée maintenant, c'est de tenir dans la durée. C'est de tenir dans la durée et on voit un reformatage qui a été amorcé déjà il y a quelques mois pour, en vue d'avoir des chaînes de production d'armement et plus précisément de munitions qui puissent produire plus d'ici 18 à 24 mois. Alors, par exemple, les États-Unis envisagent que d'ici fin 2025, ils soient en mesure de produire chaque mois entre 80 000 et 100 000 obus de 155 mm. J'allais dire le Graal en termes de munitions d'artillerie sur le champ de bataille. Euh, à titre de comparaison, j'avais déjà donné les chiffres, je les rappelle ici. On estime que l'Ukraine consomme chaque jour entre 6 000 et 8 000 obus par jour sur le champ de bataille, ce qui vous laisse donc voir un peu en termes d'ordre de grandeur ce que ça donnerait étant donné que là, on est quand même dans une phase de contre-offensive qui est assez gourmande, mais qu'on a connu des phases de combat d'artillerie aussi plus intenses depuis le début de ce conflit. Pourquoi tenir dans la durée? Bah, Arnaud l'a dit, hein, l'horizon de 2025 a été évoqué par le ministre de la Défense Shoigu cette semaine, donc on voit qu'on se place quand même sur un horizon de 2 à voire 3 ans peut-être, hein, on ne sait pas, et que par conséquent, ça nécessite de reformater les chaînes de production aux États-Unis, mais également en Europe, où on sait qu'il y a des plans en ce moment pour justement être en mesure de répondre à cette demande. Autre élément dans cette rubrique, c'est évidemment un nouveau paquet d'aide militaire américain, 325 millions de dollars, principalement des munitions d'artillerie, des missiles anti-tanks, des choses assez, je dirais, classiques par rapport à ce qu'on a vu dans les derniers paquets d'armement de cet été. Donc rien de très nouveau, 325 millions de dollars. On reste dans la fourchette de ce qu'on a vu là aussi depuis le mois de juin. C'est plutôt une moyenne basse. Mais je rappelle qu'on est en train de consommer la ligne budgétaire finissante de l'année dernière. Et donc, il y a une bataille du budget qui est engagée aux États-Unis aujourd'hui, hein, enfin, depuis quelques jours maintenant, pour voter le budget 2024. Et dans ce budget 2024, il y a évidemment l'enjeu de la prochaine enveloppe pour l'Ukraine l'année prochaine, hein, en termes de soutien militaire. Alors, le Sénat a voté une proposition de budget avec une majorité assez confortable, hein, 77 contre 19, qui octroie 6 milliards de dollars pour l'Ukraine. Je rappelle que la Maison-Blanche avait demandé 24 milliards, et donc la contre-proposition qui est faite par les sénateurs américains, eh bien, c'est un quart, c'est 6 milliards. Donc, on est en ce moment sur une phase de marchandage, hein. D'ici une semaine, il faut qu'ils trouvent un compromis, sinon on va arriver dans ce qu'on appelle le shutdown, c'est-à-dire que le budget n'est plus financé, et par conséquent, on ferme les dépenses, on ferme le robinet en quelque sorte, en attendant de trouver un compromis, quelque chose qui puisse permettre de faire tourner le gouvernement, le pays tout simplement. Et dans ce cadre-là, évidemment, s'il y a un shutdown, certaines voix aux États-Unis ont déjà averti qu'il y aurait probablement des perturbations en ce qui concerne la cadence du soutien militaire à l'Ukraine. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, on en saura probablement un peu plus sur ce qui est trouvé, mais donc vous voyez, la Maison-Blanche veut 24, le Sénat propose 6. Évidemment, les proportions ne sont pas tout à fait les mêmes. Deuxième information, c'est la visite aujourd'hui à Kiev du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, en compagnie du secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, et du secrétaire à la Défense britannique, M. Grant Shapps, qui sont donc rendus dans la capitale ukrainienne. Alors là aussi,
le discours qu'on entend, c'est quand même, en tout cas de la part du ministre français, une évolution un peu sur le fond du soutien en termes de soutien matériel, hein. À l'Ukraine, l'idée, c'est plus tellement de livrer du matériel brut, de défalquer les stocks. De toute façon, on n'a plus grand-chose à livrer, hein, tout ce qu'on a déjà donné depuis 18 mois. Maintenant, tout ça sonne un petit peu creux, mais c'est de passer sur quelque chose qui a vocation à fonctionner dans la durée. Et donc, c'est comme ça que ça a été présenté par M. Le Cornu, tout du moins, une coopération renforcée entre les industries de défense françaises et ukrainiennes, afin d'être en mesure voilà, de soutenir l'Ukraine un peu plus. Alors, il y a un nouvel ambassadeur britannique à Kiev, hein, qui a présenté ses lettres de créance récemment. C'est Monsieur Martin Harris, qui est passé par l'OSCE au début des années 90, puis par Moscou, l'ambassade de Moscou à la fin des années 90 jusqu'en 2003, avant de rejoindre Kiev en tant qu'ambassadeur de 2003 à 2008, en gros de la révolution de couleur, la mandature Yushchenko, hein, pour faire simple, qui a travaillé également sur l'Afghanistan de retour à Londres et puis a été nommé en Roumanie en 2014 avant de revenir à l'ambassade de Grande-Bretagne à Moscou entre 2014 et 2017 comme numéro 2 de l'ambassade, donc quelqu'un qui connaît la région et donc qui est atterri aujourd'hui à Kiev au poste d'ambassadeur de Grande-Bretagne. Troisième rubrique, c'est revenir rapidement sur la tournée de Volodymyr Zelensky en Amérique du Nord. Alors, j'avais parlé la semaine dernière de son speech à l'Assemblée générale de l'ONU, hein, donc je ne reviens pas dessus. Suite à son discours à l'ONU, il s'est rendu à Washington, où il était censé intervenir devant le Congrès américain, mais l'autorisation ne lui a pas été donnée. Il n'a pas pu prononcer de discours devant le Congrès. Alors, on peut imaginer que c'est pas forcément, comment dirais-je, une mesure de punitive ou quoi que ce soit, mais peut-être que c'est parce que on a estimé que ce serait contre-productif sur fond justement de bataille budgétaire et que peut-être le discours de M. Zelensky, surtout au vu un petit peu la tonalité des derniers discours et puis comment dirais-je, de l'exaspération, hein, témoignée par certains alliés de Kiev à l'égard des responsables ukrainiens depuis au moins cet été. Euh, il y avait un risque quand même que cela se reproduise peut-être devant les congressmen, alors qu'il y a une bataille du budget qui est engagée. Et donc, moi, je pense que c'est plutôt pour éviter que ce discours soit contre-productif, qu'on lui a gentiment fait comprendre qu'il n'était pas possible de parler devant les congressmen. Comme je l'avais indiqué, le tournée de M. Zelensky en Amérique du Nord s'est poursuivi au Canada et là, ça a viré au psychodrame puisque il y a eu cet épisode de l'ovation d'un ancien SS de la division Galicie par le Parlement canadien, stand-up ovation comme on dit, M. Trudeau, M. Zelensky, la femme de M. Zelensky. Sauf qu'on a découvert après coup qui était vraiment ce vieux monsieur, hein, 98 ans, et son passé. Et là, effectivement, les choses ont tourné, comme je le disais, au drame, au psychodrame, puisque le porte-parole du Parlement canadien a dû d'abord présenter des excuses, n'a pas été suffisant, il a démissionné. Et le scandale aujourd'hui éclabousse jusqu'au Premier ministre Trudeau, qui a dû, 5 jours après les faits, hein, comme on dit, présenter publiquement des excuses, dire qu'il ne démissionnerait pas. Et la Pologne n'a pas, comment dirais-je, pas resté, a saisi l'occasion, je dirais, de cette affaire, entre guillemets, pour exiger elle aussi des excuses et surtout l'extradition de ce vieux monsieur. Et donc, on a le sentiment que Varsovie essaie de récupérer un peu à son compte cette histoire pour une fois de plus faire pression sur l'Ukraine, hein, tout ça et rentrant dans le cadre de ce que j'exposais la semaine dernière, à savoir la dégradation assez rapide et surprenante des relations entre Kiev et Varsovie. Alors, les céréales, etc. Et maintenant, donc, cette affaire de vieux SS ovationnés au Canada, qui est récupérée par les Polonais, qui évidemment s'en servent, à mon avis, aussi comme levier de pression sur les Ukrainiens. Quatrième point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est le sujet nucléaire, puisqu'on en parlait ici au fil de nos dernières séances, un petit peu moins ces derniers temps. Eh bien, Sergei Karaganov, expert reconnu, renommé, s'est illustré avec un nouvel article dans une grande revue de politique étrangère russe, hein, Russia in Global Affairs pour le titre en anglais, avec un papier publié ces derniers jours dans lequel il remet en avant son idée selon laquelle la Russie devrait employer l'arme nucléaire dans le conflit en Ukraine sur le champ de bataille. Selon lui, l'idée, en fait, il n'y a rien de vraiment très très nouveau sur le fond, ni même sur la forme. Mais en gros, l'idée, c'est de réinstiller la peur dans les rapports
avec les Occidentaux, et surtout réinstiller la peur côté occidental. Alors ça, il emprunte une idée qui avait été émise il y a plus d'un an déjà par Dmitri Trenin, qui constatait, 3 mois après l'éclatement du conflit, que la peur n'avait déserté le camp occidental et que les Occidentaux, selon lui, se permettaient des choses qui traduisaient le fait qu'ils n'avaient pas peur de l'escalade, voire d'un conflit atomique avec la Russie, et que donc il était nécessaire de ramener, de reconvoquer la peur dans les rapports avec les Occidentaux. Et deuxième argument, toujours dans cet ordre d'idée, de Karaganov, eh bien, c'est finalement de pousser les Occidentaux finalement à revenir à une sorte d'instinct de conservation à travers cette menace du nucléaire, qui est corollaire en fait d'avoir la peur, afin qu'ils arrêtent de ce que l'auteur considérait comme des provocations et de soutenir l'Ukraine. Selon lui, moralement, en tout cas, comment dirais-je, cette décision d'utiliser l'arme nucléaire sera facilitée par ce qu'il appelle la satanisation mutuelle qui existe entre la Russie et l'Occident et qui fait qu'il n'y a plus de barrière éthique et morale et que finalement, donc, ce serait moins compliqué, moins lourd, selon lui, une fois de plus, comme décision à prendre. Alors, ça fait écho à un autre rapport assez intéressant et épais qui a été publié la semaine dernière par la Rand Corporation, qui est un très grand et ancien think tank américain, qui a publié un rapport sur justement le risque d'escalade dans le conflit, dans la guerre en Ukraine. Et ce think tank estime, à l'issue donc, des recherches qu'ils ont menées, que ce risque est très plausible, qu'il reste très haut et que selon les chercheurs qui l'ont rédigé, il y a un risque d'escalade vers une nucléarisation du conflit. Et selon ces chercheurs, si la Russie utilise l'arme nucléaire dans le conflit, il n'est pas dit que cette arme, en tout cas son utilisation, soit restreinte exclusivement au territoire ukrainien et qu'elle pourrait très bien, de manière très surprenante, mais plausible selon eux, l'utiliser contre d'autres pays qui soutiennent l'Ukraine. Alors, il y a tout un tas de résultats qui sont énoncés, je ne vais pas vous les donner, mais en gros, selon eux, jusqu'à présent, si la Russie n'a pas franchi le pas, en quelque sorte, ou qu'en tout cas, elle n'est pas allée plus loin dans l'escalade, il y a plusieurs raisons. Ils envoient 3 ordres. Premièrement, le fait il subsiste néanmoins chez les dirigeants russes une préoccupation à l'égard quand même de ce que pourrait être la réaction militaire de l'OTAN. C'est quand même premier facteur. Deuxième facteur, une préoccupation à l'égard de l'interprétation que ferait la communauté internationale, évidemment, d'avoir brisé le tabou et d'utiliser une arme atomique, et plus spécifiquement la réaction du Sud global, et dans le Sud global, la réaction de la Chine. On en avait parlé ici même, qui a quand même fait comprendre de manière assez claire qu'elle était évidemment catégoriquement opposée à ce qui est une nucléarisation du conflit. Et enfin, un troisième élément qui est que manifestement, il reste dans la tête des responsables militaires russes je dirais la conviction que les objectifs de ce qu'on appelle l'opération militaire spéciale peuvent être atteints avec des moyens conventionnels et qu'on n'a donc pas besoin d'utiliser l'atome. Et là, ça renvoie à ce que je disais au début sur 2025 et le changement un petit peu de paradigme avec un conflit qui s'installe dans la durée. Puis je vais terminer avec très brièvement avec la tournée de Monsieur Patrouchev, le secrétaire général, donc excusez-moi, du Conseil de sécurité de la Fédération, qui s'est rendu au Moyen-Orient. Il était dans Sultanat d'Oman, à Mascate, le 25, et il s'est ensuite rendu en Égypte les 26 et 27 septembre pour rencontrer ses homologues et au-delà de ses homologues, les responsables du bloc sécuritaire de ces pays et donc de discuter de coopération mutuelle. Voilà, Président, pour ce qui était de l'actualité aujourd'hui. Merci Igor, cette actualité toujours riche. Alors bien sûr, des réactions assez vives à la dernière partie. Est-ce que Karaganov a une audience ici? Est-ce que ça semble tout de même assez fou quand même? Et d'autre part, Ouais. est-ce qu'il est plus précis sur l'utilisation qu'il imagine? Est-ce que c'est une arme nucléaire tactique? Est-ce que ce serait sur le front ukrainien, qui est par ailleurs considéré comme territoire russe? Donc, c'est pas clair. Quelle est Ouais. l'architecture de sa pensée, si j'ose dire? Bah, effectivement, je partage tes interrogations, c'est-à-dire qu'il va pas. Alors, il n'est pas en termes de précision du papier, il n'est pas sur un degré de précision où il y a déjà comment dirais-je, une esquisse même de planification qui est donnée. C'est pas ça. Il reste quand même sur des grands principes. Finalement, sur le fond comme sur la forme, j'ai pas vu de grands changements dans sa pensée, comme tu dis. Quant à son audience, je pense qu'il est quand même elle est assez marginale, à mon avis. Je pense pas que cela reflète le mainstream on va dire, dans les cercles politiques étrangères, militaires
en Russie. J'ai pas ce sentiment-là, en tout cas, je l'espère pas. Euh, une fois encore, il a emprunté des idées à Trénine. Le fait qu'il dit réinstiller la peur et parler de peur, Trénine en a parlé très très rapidement au début du conflit. Ce qui est curieux, c'est qu'il me semble il avait un petit peu levé le pied sur ce registre-là, Karaganov, après une grande sortie de papier que j'avais évoquée ici au mois de mai ou juin, je me souviens plus. Puis là, il revient là-dessus. Moi, je m'attends à ce qui est probablement ses collègues et consorts qui rétorquent par papier interposé, comme ça avait été le cas avant l'été. Donc, des gens comme Arbatov, Stefanovitch, enfin des experts reconnus hein, du nucléaire en Russie, qui eux sont sur un autre portage, puisqu'ils expliquent qu'il faut évidemment pas utiliser l'arme nucléaire, et qui eux, en revanche, dans leurs démonstrations, étaient beaucoup plus granulaires et expliquaient les choses que tu évoques, à savoir, au-delà évidemment du tabou, hein, qui est déjà énorme, eh bien, les conséquences directes sur le champ de bataille, y compris peut-être pour des territoires russes reconnus ou pas comme tels, qui auraient des retombées. Enfin, il parle de choses quand même très très précises qui, à mon sens, sont un peu escamotées quand même par Karaganov. Si je peux me permettre, et je trouve que je connais un petit peu Karaganov, même si je le fréquente pas tous les jours, je, pour une fois, je serais peut-être en désaccord avec vous, Igor. Je pense que marginal est un peu exagéré. Je pense que Karaganov n'est pas marginal. À Moscou, dans les cercles académiques, dans les cercles de pouvoir, il a une certaine surface sociale. C'est quelqu'un qui était programmé pour être le ministre des Affaires étrangères de Primakov président, hein, je rappelle, à la fin des années 90. Bon, l'histoire s'est passée différemment, mais c'est quelqu'un qui, depuis la perestroïka, joue les premiers violons s'agissant des sujets de politique étrangère et de sécurité. Donc, on lit toujours Karaganov. Euh, euh, alors, la question, c'est est-ce qu'il a l'oreille des militaires et surtout du président Poutine? Ça, je n'en sais rien. Mais effectivement, c'est assez surprenant que ça revienne quelques mois après. Ça veut dire peut-être aussi que là, il y a une demande, une volonté de faire en sorte que ce sujet ne disparaisse pas. Ça peut être une vraie préoccupation très officielle de la Russie. C'est-à-dire que faire en sorte que entretenir à nouveau l'ambiguïté sur ses intentions, sur ce qu'elle pourrait faire. Donc, pour résumer, je dirais qu'il faut prêter attention à ce que dit et écrit Karaganov, même si ça ne se matérialise pas. D'abord, c'est toujours intéressant et c'est jamais anodin. Donc, mais je ne pense pas que ce soit marginal encore. Merci de ce débat, on va dire. Euh, autre point qui n'avait rien à voir directement, mais il y a plusieurs articles sur les élections en Slovénie et avec la possibilité d'élection d'un gouvernement visiblement assez pro-russe, hein, et donc avec le soutien direct ou indirect de la Hongrie et donc de la Russie. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? C'est la Slovaquie, moi. C'est la Slovaquie et non La pas la Slovaquie, pardon. Slovénie. La Slovaquie, où effectivement, je crois, ce dimanche, il y aura des élections législatives, où il se dit, mais c'est pas sûr du tout, que l'ancien Premier ministre Fico pourrait être réélu. Il s'était distingué, en tout cas, du mainstream et du consensus atlantiste. Effectivement, il a dit des choses assez proches de celles que dit par ailleurs Viktor Orban, qui, le cas échéant, se sentirait moins seul, surtout que ce sont deux pays frontaliers. Bon, c'est pas fait apparemment, hein. De toute façon, on parle d'un candidat qui recueillerait 20-22%. Il y a une coalition qui devrait être constituée. Mais ça nous rappelle deux choses. Ça nous rappelle que la Slovaquie, de longue date, même de très longue date, a une sensibilité très différente, par exemple, de la sensibilité polonaise et même tchèque. Il y a une vieille histoire russophile en Slovaquie, malgré ce qui s'est passé depuis. Je rappelle d'ailleurs que dans les années 90, il y avait un Premier ministre, M. Mečiar, qui a longtemps, avec l'aide de Moscou, entravé le processus d'entrée de la Slovaquie dans l'OTAN. Donc, bon, il y a comme ça un fond en Slovaquie. Et puis, autre vérité, c'est que certains, et même la plupart des pays autrefois partie de l'Empire des Habsbourg et moins ukrainophile que, encore une fois, les polono-baltes et les Scandinaves. Euh, L'Autriche, la Hongrie, voilà. Peut-être demain la Slovaquie, on verra. Mais
c'était déjà présent avant le 24 février 2022. Voilà, alors on va finir avec une dernière question sur un sujet un peu différent, mais qui est complètement d'actualité. Bonjour, quelle est votre analyse sur les conséquences de la crise au Haut-Karabakh sur les relations entre l'Arménie et la Russie, en particulier après les récentes déclarations du Premier ministre arménien? Là, je pense que c'est un sujet à part. Il faudrait peut-être qu'on prenne le temps de revenir lors d'une prochaine séance sur ce que ça veut dire. J'attire votre attention sur le fait que les moscovites, en tout cas, pourront assister à une réunion qu'organisera l'Observatoire le 16 octobre, précisément sur le sujet de la politique russe dans le Caucase du Sud, autour du professeur Markedonov, du MGIMO. Bon, pas refaire l'histoire des relations russo-arméniennes, en tout cas, revenir trop loin. Ce qui se passe, eh bien, on le sait tous, hein, le Karabakh a disparu, est en train de disparaître sous nos yeux, avec un exode sans doute total dans les heures, les jours qui viennent. Donc, le Karabakh n'existera plus. Euh, euh, Beaucoup en France, aussi en Arménie, ont des reproches à l'égard de la Russie, qui n'aurait pas protégé, n'aurait pas assumé son devoir d'allié à l'égard de l'Arménie, ce qui est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire que la Russie a maintenu qu'elle assurerait ses engagements dans le cadre du traité de sécurité collective si l'Arménie était attaquée. Je rappelle que l'appartenance du Karabakh à l'Arménie n'est pas reconnue par la Russie, d'ailleurs, par qui que ce soit. Donc, formellement, la Russie ne contrevient pas à ses obligations. On pourrait par ailleurs souligner que l'Arménie, à la voix de son Premier ministre Pachinian, déclaré que le Karabakh, c'était l'Azerbaïdjan. Donc, les choses sont évidemment compliquées. On peut aussi penser que si un autre Premier ministre que Pachinian était aux affaires à Erevan, les choses seraient peut-être passées différemment. C'est même probable. Encore une fois, cette crise, elle vient de loin, elle vient d'un rééquilibrage, d'abord des rapports de force en Caucase du Sud entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les Russes se sont rapprochés de l'Azerbaïdjan depuis de très longues années. Il y a un calcul rationnel ou pas, mais en tout cas froid de la Russie qui est que la puissance montante dans la région, c'est l'Azerbaïdjan, qu'il n'est pas question de faire la guerre à l'Azerbaïdjan. Il est là plein de considérations, hein, la présence sur le territoire russe d'une diaspora très importante, le facteur Erdogan, etc., etc., etc. Donc, que restera-t-il des relations entre la Russie et l'Arménie après? On verra, ça dépendra beaucoup de la situation en Arménie elle-même, du pouvoir arménien, est-ce qu'il y aura un changement ou pas? L'une des leçons aussi, qui a été d'ailleurs tirée dans la presse américaine sous la plume de M. Ignatius, éditorialiste bien connu, c'est que Chignon finalement a perdu sur tous les tableaux euh, par une manœuvre hasardeuse, hein, vouloir envoyer des messages très négatifs à la Russie à un moment où vous êtes vulnérable, et à un moment où l'Occident ne semble pas très, quand je dis l'Occident, c'est la France et les États-Unis en l'occurrence, très désireux ni capable de vous soutenir militairement, eh bien c'est dangereux. Et c'est finalement ce qui s'est passé confirme ce constat. Merci beaucoup pour ce point. Effectivement, je pense que pour la jeudi prochain, on pourrait revenir un peu sur cette sphère du Karabakh, qui est intéressante pour l'équilibre régional, en tout cas, sinon mondial. Monsieur le directeur Chinsky. Juste un point important que Arnaud n'a pas évoqué, mais qui est l'arrestation de Ruben Vardanian, qui fait beaucoup de bruit ici, puisque Ruben Vardanian est un homme d'affaires extrêmement respecté, qui a longtemps présidé aux destinées de la principale banque d'affaires du pays, Troïka Dialogue, avant son rachat par la Sberbank. Et Ruben Vardanian est également le fondateur de l'INSEAD russe. C'est comme ça que l'école internationale de management de Skolkovo se présentait avec un programme extrêmement axé sur les BRICS. Enfin, Ruben Vardanian a toujours été extrêmement intégré dans le microcosme politico-économique moscovite et il risque, je crois, on l'a inculpé pour acte de terrorisme et il risque jusqu'à 14 années d'emprisonnement Par qui a-t-il été arrêté? Il faut mieux le préciser. par l'Azerbaïdjan. Il était Premier ministre Oui, du Haut-Karabakh. il avait tout lâché à Moscou pour se rendre à titre personnel dans le Karabakh, en prendre les rênes. Ça n'avait pas fonctionné.
Et il y a un épisode qui demande à être confirmé parce qu'à mon avis, il risque de conditionner la suite de la conduite russe à son égard. C'est est-ce que, comme il l'avait annoncé, il a oui ou non renoncé à son passeport russe? Le cas échéant, je pense que Moscou ne bougera pas le pied pour lui. Bien, ben, les questions restent ouvertes, on va suivre ça de près. Merci à tous les trois de vos interventions, toujours brillantes et fondées. Et nous nous retrouvons donc jeudi prochain pour notre prochain briefing, le 171e. Voilà, comme toujours, la Chambre de commerce et d'industrie franco-suisse se tient à vos côtés. Tenez bon.